La femme s'est réveillée et a découvert que sa chemise de nuit était couverte de sang, non seulement sur elle, mais aussi sur les murs, les vitres et même sur le pont extérieur. Et son mari Nick avait soudainement disparu. La femme a trouvé un poignard sur le pont et au moment où elle l'a ramassé et l'a tenu dans sa main, les gardes-côtes sont arrivés sur les lieux. Ils lui ont ordonné de poser son arme et l'ont ramené sur le rivage pour l'interroger. Malgré une fouille minutieuse des gardes-côtes, le corps de Nick n'a pas été retrouvé. Libby a fondu en larmes. Elle aimait profondément son mari. Le lendemain, Libby a emmené son fils jouer au bord de la mer. Son amie avocate et la police sont venus annoncer la fin des recherches et déclarer officiellement Nick décédé, la cause de la mort étant un meurtre, et Libby étant la principale suspecte. La police a dû lui passer les menottes. Libby leur a demandé de ne pas le faire devant l'enfant. Après avoir pris soin de lui, elle a suivi la police jusqu'à sa cellule. L'avocate a déclaré que la situation était très grave. L'enquête de la police a révélé que Nick était au bord de la faillite et avait détourné des fonds publics. Quelques mois auparavant, Libby avait souscrit une assurance pour lui. Maintenant que Nick était mort, tous les problèmes semblaient être résolus, et Libby pouvait même recevoir une indemnité d'assurance de 2 millions d'euros. Lors du procès, la police l'a accusée d'avoir tué son mari pour l'argent de l'assurance, car elle tenait le poignard à la main à ce moment-là, en plus des soupçons liés à l'assurance. Face à ces accusations, Libby était incapable de se défendre. Pour protéger son fils, Libby a demandé à son amie Angie de l'adopter et a promis de transférer les 2 millions d'euros d'assurance sur un compte de fonds au nom de son fils. Bien qu'à contre-cœur, Angie a accepté. Cependant, après l'incarcération de Libby, Angie n'a jamais amené le garçon lui rendre visite. Libby a eu une idée brillante et a appelé la garderie où travaillait Angie, en se faisant passer pour elle. Elle a prétendu ne pas avoir reçu son salaire depuis longtemps et voulait vérifier si l'adresse était incorrecte. Grâce à cette conversation, Libby a réussi à obtenir la nouvelle adresse et le numéro de téléphone d'Angie. Immédiatement après, Libby a appelé Angie. Celle-ci semblait très nerveuse, surprise que Libby ait pu la trouver, et s'est empressée d'expliquer qu'elle avait prévu de lui rendre visite cette semaine. Libby voulait juste entendre la voix de son fils. Le garçon a pris le téléphone et la mère et le fils se sont confiés leur manque l'un de l'autre. Mais à ce moment précis, Nick est apparu soudainement. Daddy! Nick? Il a rapidement arraché le fil du téléphone. Libby a rappelé, mais n'a plus jamais pu les joindre. Libby a soudain réalisé, son mari n'était pas mort, mais avait tout planifié avec Angie. Il l'avait délibérément piégé, l'avait envoyé en prison, avait escroqué les 2 millions d'euros d'assurance, puis avait commencé une nouvelle vie avec Angie. Libby a essayé de prouver son innocence, mais la compagnie d'assurance n'a pas cru à son histoire. Une codétenue a suggéré à Libby d'attendre la fin de sa peine, de retrouver son mari et de lui tirer une balle dans la tête. Parce que légalement, on ne peut être jugé 2 fois pour le même crime. Même si elle tuait Nick, la loi ne pourrait pas la juger une 2e fois pour ce chef d'accusation. Libby a suivi les conseils de sa codétenue et a commencé à s'entraîner physiquement de manière intensive chaque jour, déterminée à se faire justice.